Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer le moteur, le remplacement du moteur du Forester. La dernière fois, on a fait tout le désassemblage de ce qui le relie à la carrosserie, au châssis. Donc, on avait dit l'électricité, l'eau, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, la direction assistée. Tout ce qui est en rapport avec l'huile, puisqu'on a vu qu'on avait un petit radiateur, un petit échangeur eau-huile sur le radiateur de refroidissement de la voiture qui allait sur la boîte. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Toute la liaison mécanique, donc les supports moteur inférieur et tout le tour de boîte, l'échappement et tout ce qui est électrique. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc on en est là. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va s'occuper de récupérer ce qui concerne la distribution et dont on va se resservir sur la prochaine, puisque là c'est neuf. Donc la poulie supérieure. Après les autres, elles sont toutes interchangeables dans les Subaru, hein. Mais là, celle-ci, elle marche, elle sert à synchroniser l'allumage avec celle-ci. Voilà, donc la petite poulie de vilebrequin. Donc on va déjà récupérer ces deux-là. Et on va récupérer toutes les petites. Donc celle-ci, la pompe à eau qui est neuve, le petit galet en rouleur qui est ici, et le galet tendeur que j'ai démonté, qui est hydraulique et qui est là. Donc on va récupérer tout ça. La pompe à huile aussi, donc qui est derrière cette poulie-là. Donc c'est l'ensemble en aluminium qui est ici. Et puis je crois que c'est tout, puisque si on va récupérer aussi toute la tubulure de flotte de liquide de refroidissement qui court au-dessus et qui passe derrière ce cache noir là et qui revient jusqu'à la pompe à eau. Donc on va récupérer tout ça pour pouvoir attaquer le transfert sur le nouveau moteur. Voilà, donc là où je suis embêté, c'est que la courroie de distrib est abîmée, donc on va pas pouvoir la récupérer. De toute manière, je ne sais, faut que je reprenne mes papiers, mais je crois qu'on l'avait pas changé la dernière fois, puisqu'elle avait genre 2 ans, donc maintenant elle a 3 ans. Mais là, elle est bien abîmée. Je pense que quand le moteur a serré, ça a dû tirer dessus et elle est craquelée sur 20-25 cm. Donc il va falloir la changer, sauf que j'en ai pas sous la main, en tout cas pas dans les cartons. Donc je vais essayer de trouver une solution. On va faire ça. Je pense pas que ça va être filmé parce que franchement ça n'a pas un super grand intérêt. Moi j'ai desserré, j'ai débloqué ça à la péteuse, j'ai débloqué ça et ça à la péteuse. Ça c'est du 12. Ça c'est une petite BTR que j'ai remplacée parce que la longueur d'origine elle change selon qu'on a une WRX ou une GT, selon les années. Le galet est plus ou moins, le roulement du galet est plus ou moins gros, donc en fait on a des vis de différentes tailles. Et puis ça c'est débloqué, et ça en fait ça se tire tout simplement. Il suffit de la tirer, elle est juste rentrée avec une clavette. Donc ça c'est pas difficile. Donc je vais m'occuper de ça pour le moment, sachant que de l'autre côté on avait déjà fait le volant moteur et l'embrayage. Donc voilà. Très bien, donc petite mise à jour. J'ai retiré, comme j'avais dit, la pompe à huile, la pompe à eau, les petits caches en plastique. J'en ai mis un ici. Voilà, le deuxième il est là, mais normalement il ne devrait pas nous resservir, logiquement. Et là, j'étais parti, donc, ah oui, petite mise à jour aussi pour la distrib. Donc du coup, je suis allé démonter la mienne. Parce que comme c'est un ami, je peux pas le laisser en galère comme ça. Donc moi la mienne elle roule pas. Ma distrib est neuve, elle a jamais roulé. Alors certes elle a plus que 5 ans, mais vraiment elle est neuve. Elle a été toujours conservée au sec et à une température constante. Donc c'est comme si elle avait été stockée dans un carton. Elle est même pas marquée au niveau, elle a pas de pli. Hein, par exemple là on voit que les petits pointillés c'est là où il y a la poulie de vilebrequin, donc c'est là où elle est censée être le plus pliée. Et si on regarde bien, je la tiens, elle est vraiment lâche, hein. Elle n'a même pas pris la forme ni rien du tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment qu'elle est neuve. J'ai enlevé les poulies qui sont toutes là. Donc je les avais débloquées, c'était facile.
Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais m'amuser, non, je vais gagner de la place, en fait, pour être honnête, parce que je commence à vraiment plus avoir de place du tout. Je vais enlever les culasses qui, pour moi, sont bonnes. Donc, pour ce faire, je vais enlever tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites vis de 10 qui ferment le cache-culbut. Dessous, je vais avoir les arbres à cam. Donc je vais enlever les paliers d'arbres à cam. Là, on a 2 vis de 10, 2 vis de 10. On en a 2 et 2, 2 et 2. Et comme ça, j'aurai accès à mes vis de culasse. Donc ça, je ferai une petite mise à jour après. D'ailleurs, là, on en voit un de palier. Il est ici. Et donc je ferai une petite mise à jour quand j'en serai à débloquer les culasses, parce que c'est quand même assez costaud à faire. Parce que bah, c'est serré fort, donc il faut un petit bras de levier quand même. Et comme ça, j'aurai plus que le bas moteur. Le bas moteur, je peux le porter sans problème. Lui, je peux le porter, le bloc entier, mais honnêtement, je me fais mal à chaque fois. C'est un petit peu la galère. Donc je préfère pas. Donc là, je vais désassembler. Je vais mettre les culasses dans des petites caisses bien rangées. Je vais les rendre à son propriétaire. Vu qu'elles sont en bon état, à mon avis, il pourra les revendre et récupérer un petit peu d'argent. Parce que bah, c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein. On est un petit peu embêté avec ça. Et le bas moteur, bah, à mon avis, hein, on lui dit au revoir et puis voilà, c'est fini. On verra, peut-être même à la limite, je l'ouvrirai. On verra l'état du vilo. Si on peut récupérer un vilebrequin d'avance, c'est toujours ça. Ça vaut un petit peu de sous, des bielles. Les pistons, on n'en parle pas. Et le bloc en lui-même, bah, on verra. S'il est en cote origine, on pourrait toujours tenter un réalisage. Je sais que c'est pas donné, mais on pourra tenter un réalisage, mettre des pistons neufs. Et puis après, on repart sur un bloc à 0 km, quoi. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai passé l'étape du couvre-culasse, hein, parce que ça n'a pas un super grand intérêt. J'ai défait toutes les petites vis qu'on avait dit. Ensuite, dessous, j'ai débloqué toutes les vis de 10. Ça m'a permis d'enlever les arbres à cam qui sont ici. Voilà. J'ai remis les cavaliers, les paliers d'arbres à cam pour pas les perdre. Et puis pour pas les déparier. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que chez Subaru, c'est bien foutu. Donc là, on peut voir 2 I. Ensuite, la référence avec une flèche. Donc 2i, ça veut dire que c'est le cylindre numéro 2. Hop. Ça tombe bien, c'est le cylindre numéro 2. I, c'est intake, admission. Et la flèche, c'est côté distrib, toujours. Là, on a quoi? On a 4, I, flèche. Je sais pas si on voit. C'est bien le 4. Et on a la même chose sur les autres. 4E, E c'est exhaust. Donc échappement. Là, si je nettoie un peu, on a 2 E. Voilà. Et ensuite, on a left pour gauche, intake. Et left, E. Left, c'est gauche, bien sûr. E, exhaust. Et voilà. Et ceux-là, on ne peut pas se tromper parce que ils ont, lui, il a le support du capteur de position d'arbre à cam. Qui, justement, tout à l'heure, on parlait des poulies d'arbre à cam. Voilà. Là, il y a des petits repères. Donc il y en a 2, 1, 1, 3. En commençant par le bas. 2, 1, 1, 3. Donc ça nous permet de connaître la position de l'arbre à cam. Et ça permet de caler l'allumage par rapport au capteur de vilebrequin qui lui va se situer ici sur la pompe à huile et directement qui va lire l'information de ces petites dents là. Voilà. 2, 1, 1 et 2 décalés. Donc et ben, en recroisant les infos arbre à cam et vilebrequin, et ben, ça permet de faire l'allumage et l'injection quand il faut. Tout simplement. Et éventuellement aussi de nous dire il y a un défaut sur tel capteur, sur tel arbre à cam. Bon, ça aurait été le top du top, c'est d'avoir 4 capteurs sur chaque arbre à cam. Enfin, 4 capteurs en tout, donc 1 par arbre à cam. Mais bon, quand on multiplie les capteurs, on multiplie le faisceau, ça coûte cher. On multiplie les risques de panne. Et puis au final, ça marche très bien comme ça. Donc on n'est pas sur une Formule 1 non plus. Voilà. Donc maintenant, ça va être un petit peu du sport. Donc là, on a les vis de culasse. Il y en a 6. Elles sont neuves. Hein. Ah ouais, forcément, le moteur, il a un an. On l'a refait il y a un an. Enfin, on a refait le haut moteur, en tout cas, il y a un an. Il faut une clé de 14 à 12 pans. Parce que sinon, ça rentre pas. Et là, c'est serré super fort. Donc là, c'est même pas les 2 mains qu'il va me falloir. Je pense qu'il va me falloir une rallonge. Donc on va défaire ça et on revient quand la culasse est défaite. Bon, bah finalement, on aurait pu rester en direct parce que c'était pas si dur que ça. Alors, je suis un petit peu essoufflé quand même, hein. Déjà parce que je suis gros et puis aussi parce que faut forcer quand même un minimum.
Donc, je les ai tous débloqués. Alors, j'ai respecté l'ordre inverse du serrage, parce que sinon on peut déformer la culasse. Même si j'ai des doutes que là j'ai dû mettre quoi? J'ai dû mettre une 45 secondes pour desserrer toutes les vis. Hein. Donc j'ai du mal à croire que sans chauffe et en moins d'une minute, ça ait le temps de déformer la culasse. Mais dans le doute, j'ai quand même débloqué mes écrous comme ça. A, B, C, D, E, F. Voilà. Parce que au serrage, c'est l'inverse. Donc voilà. Sachant que sur ces culasses là, les deux du milieu sont resserrés une fois qu'on a fini toutes les passes. Ils sont resserrés, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde le papier, mais je crois de 45 degrés, un truc comme ça. Parce qu'il y a un serrage au couple et ensuite un serrage angulaire. Donc là, on a tout défait. Donc les vis de culasse, on voit, hein, c'est neuf. Hein. C'est neuf, donc c'est ce qu'on appelle des vis élastiques. Donc c'est des vis qui sont faites pour se déformer au serrage. Et donc du coup, elles s'allongent en quelque sorte, si on veut. Et donc normalement, je dis bien normalement, on ne s'en resserre pas. Après, j'ai un ami qui est mécanicien Subaru qui a fait tout son apprentissage chez Subaru, donc il connaît un tout petit peu son sujet. Et lui, il m'a dit, sur un moteur d'origine qui n'est pas préparé, on peut les réutiliser une fois. Donc bon, voilà, c'est à savoir pour ceux qui veulent. Donc là, on va faire une opération qui consiste à déculasser. Alors, il y en a certains d'entre vous qui en ont entendu parler peut-être, qui l'ont vu ou qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait, bon ben voilà, ça va vous faire rigoler parce que vous en avez déjà vu ou fait plein de fois. Et puis les autres, bah, c'est toujours intéressant. Là, on voit le fameux joint de culasse, celui dont on entend souvent parler, que ce soit pour rigoler ou que ce soit très sérieux. Et là, pour le coup, c'est pas marrant. Et on voit là, on a 3 petites encoches. Je ne sais pas si on les voit. Et ça permet de déterminer normalement l'épaisseur du joint de culasse par rapport à la ref. Donc celui-là, c'est un multifeuille métal. Donc il y en a des composites, moi j'aime pas trop, sauf s'ils ont des cerclages au niveau des trous de lubrification, au niveau des trous de serrage des vis et au niveau des cylindres. Donc là, d'accord, admettons, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, je préfère les multicouches comme ça, multi-layer, ils appellent ça. Je préfère. Pour moi, c'est plus costaud. Donc là, on va essayer de faire ça. Ça va être très rapide, hein. Vous attendez pas quelque chose d'impressionnant, ni d'extraordinaire. Mais voilà, on va retirer la culasse. Ok, donc là on a une vision des choses beaucoup plus précise sur ce qui s'est passé. Manque un bout. Donc on voit qu'il manque un bout de culasse, un bout de soupape, pardon, côté échappement. Côté échappement, et c'est quand même pas mal encrassé. Et toute cette calamine là, eh ben, ça veut dire qu'elle a bouffé de l'huile. Et c'est vrai que assez rapidement, elle s'est mise à fumer bleu, la voiture. Donc, on suppose qu'elle avalait de l'huile. Et pour moi, j'en suis pratiquement sûr, c'est de l'huile qui venait... J'essuie un petit peu en même temps, parce que ça salit pas mal. Pour moi, c'est de l'huile qui venait du bas moteur, qui était réaspirée à l'admission. Parce que j'ai vu que la durée d'admission était plutôt sale au niveau de ce reniflard là. Donc, je soupçonne d'avoir aspiré beaucoup d'huile. Ce qui fait qu'il en consommait pas mal. Et donc, qui dit consommation d'huile dit fumée et puis dit grosse calamine. Donc là, cette culasse-là, il va falloir, pour la réutiliser, il va falloir la faire éprouver. La faire un nettoyage complet. Et puis ensuite, si elle est bonne, on pourra la remettre en vente. Parce que quand on l'a montée, elle était plutôt en bon état. Donc là, on voit clairement qu'il y a eu surchauffe. Voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté, même principe, les vis de couvre-culasse, on enlève, ou de cache-culbuteur, selon comment vous voulez l'appeler. Après, il n'y a plus de culbuteur, maintenant c'est les arbres à cam en tête, mais bon,
Il y en a qui gardent l'appellation. Ensuite, les paliers d'arbre à cam. On enlève les arbres à cam. On remet les paliers. On dessert les 6 vis de culasse et on enlève la culasse. Et on se retrouvera avec ce qu'on appelle un short block. Donc le bas moteur en fait. Voilà. Et voilà, c'est fini. Ça a été vite fait. Donc on peut voir que c'est pas si sale que ça à l'intérieur. Hein. Il y a un petit peu de calamine, mais bon, comme je disais, hein, elle a bouffé de l'huile pendant un an. Donc c'est même presque moins pire de ce côté. C'est étonnant. Donc voilà, donc là on se retrouve avec un short block. Donc ça c'est un bloc qu'on peut prendre à la main. Hein. C'est vraiment pas très lourd. Parce qu'il y a juste l'embiellage. Les deux coquilles, les deux demi-carters moteurs, 4 pistons, et puis voilà, il n'y a plus rien d'autre, hein. Il y a le carter moteur, la modine et c'est tout. Donc c'est plutôt léger, donc là je vais le dégager. Et là je suis bien embêté parce qu'il s'est mis à pleuvoir, mais bien comme il faut. Et il faut que je récupère le moteur qui est dans cette voiture là. Sauf qu'il est complet, donc il pèse son poids pépère. Donc voilà, je vais étudier comment faire. Bon, je pense que j'ai trouvé une solution, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai ma grue d'atelier, j'ai reculé la voiture, ça passe tout limite mais ça passe. Voilà. Donc maintenant que c'est attaché, là je l'ai décalé à la main, hein, parce que comme il était sur un pneu, il se décale plutôt facilement. Et je pense que j'ai plus qu'à... Ouais, il est en tension, donc j'ai plus qu'à avancer la voiture et normalement, le moteur devrait rester dans le garage, lui. On va essayer. Bon, et ben maintenant que le moteur est par terre, et ben on n'a plus qu'à tout refaire dans l'autre sens. On recommence. On enlève la distrib, on enlève la pompe à eau, la pompe à huile. Le reste c'est déjà enlevé, donc c'est bien, ça gagne du temps. Et puis on remet tous les capteurs qui vont, parce que ça c'est des capteurs de WRX, c'est un moteur WRX et c'est pas les mêmes capteurs sur un Forester. Ou en tout cas j'en suis pas certain, donc dans le doute, on va remettre ce qu'il y avait dessus. Et puis voilà. Bon, je viens de remarquer qu'il y a cette vis là qui est cassée dans le bloc. C'est une vis de ce qu'on appelle la pieuvre d'eau. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire. J'ai plus de chalumeau pour l'instant. Enfin, en tout cas j'ai plus d'oxy. Le poste à souder n'est pas accessible parce que j'aurais bien soudé un écrou dessous et puis avec la chaleur ça aurait dilaté en dessous et j'aurais pu défaire avec l'empreinte de l'écrou que j'aurais soudé. Malheureusement, le poste à souder n'est pas accessible, il est derrière la voiture et j'ai aucun passage. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais faire, on va essayer de trouver une solution. On va voir. Alors, pour cette petite vis, je viens de réfléchir un petit peu et j'ai retrouvé ça. C'est un extracteur de goujon. Sauf que j'ai essayé, mais en fait ça y va pas. Déjà parce que je suis limite en 6 mm. Ça fait 6 et le problème c'est qu'il est tellement rouillé que le filetage s'écrase de suite et du coup ça mord pas et ça se met à patiner. Donc j'ai une autre idée, on va essayer de faire ça. Je vais filmer pour montrer, si jamais ça marche, ça marche, tant mieux. Le but du jeu, tout petit chalumeau à gaz, j'ai pas autre chose pour l'instant. On va chauffer et ensuite pince-bloc ou pincetto, je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Et on va essayer.
Je suis content. On n'a rien abîmé, on n'a rien cassé. Ah, c'était chaud. Et voilà, impeccable. Bon, je suis content, ça c'est fait. On va continuer le démontage de la distrib. Voilà, donc j'ai remis une partie des poulies de la distrib. J'ai fait un petit peu de nettoyage. Je confirme que la pompe à eau est bien neuve, donc je vais juste changer le calorstat. J'ai fait un gros nettoyage parce qu'il y avait beaucoup de pâte à joint, j'aime pas bien ça. Pareil pour le plan de joint de la pompe à huile qui est là. Donc même chose, beaucoup de pâte à joint, j'aime pas trop ça. Donc j'ai tout enlevé. Là je suis en train de... j'ai pas vu que c'était aussi sale que ça. Hop. Je vais mettre un joint neuf dans sa gorge, voilà. Voilà, donc le joint il va venir dans cette gorge là, donc là si c'est gras derrière c'est pas grave hein, parce que c'est un joint de fric, donc on n'a pas de problème avec ça. Par contre je vais bien dégraisser tout le plan de joint, enfin j'avais déjà tout bien dégraissé mais là j'ai fait couler un petit peu d'huile, donc je vais reprendre mon chiffon qui est imbibé de nettoyant frein, qui est là, hop, voilà, ah oui, ça sèche bien, ok, pas de souci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est, donc on a dit un petit joint neuf, il y a déjà de l'huile, voilà, le joint neuf qui va bien, on va faire en sorte qu'il bouge pas, un petit joint neuf, et donc là, avec, toujours avec mon petit distributeur de pâte à joint, on va faire un trait très fin ici, tout le long. Je vais la remettre en place, je vais la serrer et comme ça lui sera le temps de bien sécher, le temps que je fasse tout le reste. Voilà, donc un tout petit trait tout fin que j'ai étalé, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des parties qui sont rectifiées. Donc c'est vraiment, à la limite, si c'était rectifié de manière parfaite, il n'y aurait même pas besoin de joint. Le serrage ferait l'étanchéité. C'est pas le cas, donc on met un petit peu de pâte à joint, mais c'est vraiment histoire de. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas nécessité de mettre un joint papier comme pour la pompe à eau qui, elle, est plus ou moins rectifiée. En plus de ça, le liquide de refroidissement chauffe, refroidit très vite et très souvent. Donc voilà. Là pour le coup, le bloc, la pompe à huile et l'huile seront tous à la même température, ils refroidiront en même temps, ils réchaufferont en même temps, alors qu'au niveau du liquide de refroidissement, il passe par le radiateur, donc il sort chaud, il rentre froid, donc ça fait des petits chocs thermiques, donc à la limite le joint là il se justifie. Là, voilà, on fait simple, on se prend pas la tête, pas besoin d'en mettre des kilos, on présente la pompe gentiment. Voilà, je sais pas si on a vu, il y a un pion de centrage ici, un pion de centrage là. On fait attention avec, comment ça s'appelle, le petit joint spi là, marron qui est ici, de ne pas l'abîmer. Et on se remet ça tranquillement, sans forcer. Voilà, pas plus, pas moins. Et là, on peut se permettre de remettre la visserie. Et c'est pareil, c'est vraiment pas gros, c'est du 6, serrage 0,9. Et voilà, et comme ça on sera tranquille. Toujours avec un petit montage, un serrage, je veux dire en escargot, un petit serrage circulaire. Bon là c'est vraiment histoire de, parce qu'il n'y a pas un grand intérêt à le faire, mais bon, j'ai pris l'habitude donc je le fais, donc je vais faire comme ça. 1, 2, que je dise pas de bêtises, je recommence. 1, je saute. 2, je saute. 3, je saute. 4. Ensuite 5 je le saute puisqu'il est déjà serré, je serre, je serre, je serre et on sera bon. Donc là je les avance juste. Hop, on va prendre la petite douille qui va bien juste pour les avancer. Voilà. Alors là, au niveau de la visserie, c'est toutes les mêmes longueurs. Donc on ne se casse pas la tête à les ranger par ordre de taille, contrairement à la pompe à eau, qui elle a plusieurs tailles de vis. Là, c'est pas le cas. C'est toutes les mêmes, donc il n'y a pas une grande importance.
au niveau de l'ordre de montage, en tout cas de leur positionnement sur la pompe. Voilà. On serre à la main, on approche à la main tranquillement. Je vais prendre ça, ce sera plus pratique. Hop. Oui, je sais, vous voyez pas ce que je fais, c'est fait exprès, c'est du secret. Hop là, non, c'est juste que là, je suis un tout petit peu trop près de du capteur de position de vilebrequin, donc je me fais mal avec la main. Donc j'avance quand même tranquillement, sans forcer, histoire de venir au contact. Et voilà. Et là maintenant, je vais aller prendre la clé dynamo et on va faire un petit tour. Et on laisse sécher.